Mes chers amis, bonjour, bienvenue dans ce dernier opus de Voyage à travers la matière de Aristote à Mendeleïev. Aujourd'hui, coup de théâtre. Une famille complète d'éléments, jusqu'alors restés dans l'ombre, va être découverte. Et cela va constituer une épreuve pour le système de classification périodique. Alors, installez-vous confortablement et bon visionnage. À la fin du 19e siècle, il demeurait une famille entière d'éléments dont Mendeleïev lui-même n'avait pas prédit l'existence. Cette famille était passée inaperçue pour la simple et bonne raison que les éléments chimiques qui la composaient, non encore découverts, étaient des éléments inertes, c'est-à-dire des éléments qui ne réagissaient pas chimiquement avec d'autres éléments. Et le premier élément inerte à être découvert fut l'argon. Allez, une fois n'est pas coutume. Petite rétrospective, et cette fois en 1785. Cette année-là, Henry Cavendish, le physicien et chimiste britannique qui avait isolé pour la première fois l'élément hydrogène, publia un article intitulé « Experiments on Air », expérience sur l'air, dans le périodique Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Dans cet article, il fait un compte-rendu de son analyse très précise de l'air atmosphérique. Après avoir identifié l'oxygène et l'azote, il lui était resté un petit volume d'air que Cavendish n'était pas parvenu à identifier. La réponse à ce mystère arriva plus d'un siècle plus tard. Entre 1892 et 1894, le chimiste britannique John William Strutt Rayleigh compare l'azote atmosphérique à celui obtenu en laboratoire. Et tout comme Cavendish, il fut confronté à une anomalie. L'azote atmosphérique présentait une densité plus élevée. Il en rendit compte à la Royal Society dans un article de février 1894. William Ramsay, un autre chimiste britannique, fit alors l'hypothèse que l'azote atmosphérique était accompagné d'un autre gaz jusqu'alors non identifié. Ramsay utilisa du magnésium pour éliminer l'azote et ainsi isoler ce résidu de gaz non identifié. Rayleigh et Ramsay utilisèrent alors un instrument que Cavendish n'avait pas eu à sa disposition, un spectroscope, et, en regardant la signature spectrale, durent se rendre à l'évidence. Ils étaient en présence d'un nouvel élément. Du fait de son caractère inerte, ils le nommèrent argon, du grec argos, voulant dire justement inerte ou bien paresseux ou stérile. Dès lors se posa la question du placement de cet élément dans le tableau de classification périodique de Meyer-Mendeleïev. Le chimiste anglais Maurice William Travers, qui a travaillé avec William Ramsay, nous a rapporté dans son ouvrage intitulé « A Life of Sir William Ramsay » que, après avoir estimé la masse relative de la molécule d'argon à 40, Ramsay fit d'abord l'hypothèse qu'il s'agissait d'une molécule diatomique, et que donc la masse atomique relative de l'argon était de 20, ce qui le plaçait dans le tableau de classification quelque part entre le sodium et le fluor. Chose que William Ramsay commença à commenter dans le brouillon d'un article en date du 7 août 1894 en disant qu'il était curieux de trouver un élément aussi inerte entre deux éléments actifs qu'étaient le sodium et le fluor. Quelques mois plus tard, le 31 janvier 1895, Lord Rayleigh et William Ramsay présentèrent leur découverte à la Royal Society, présentation qui fut rapportée dans le périodique Philosophical Transactions of the Royal Society dans un article intitulé « Argon, a new constituent of the atmosphere ». Ils avaient rapporté que les différentes mesures avaient démontré que l'argon était un gaz monoatomique et par conséquent avait une masse atomique relative de 40. Pour la petite histoire, Rayleigh et Ramsay avaient jugé que la détermination de la masse atomique relative de l'azote, faite par le chimiste belge Jean Servestas, était la plus digne de confiance. Aussi, ils avaient repris cette donnée, tout en ayant conscience que la référence de cette masse atomique relative était ici 1/16e de la masse de l'oxygène, fixée par Stas à 16. Bon, avant d'en perdre quelques-uns, une petite explication s'impose. Presque un siècle auparavant, quand John Dalton avait commencé à parler de masse atomique, il était parti d'une référence, la masse de l'hydrogène, qu'il avait prise arbitrairement à 1, et avait défini les autres masses par rapport à cette masse de l'hydrogène.
Par exemple, dire que la masse atomique du carbone était de 12 signifiait implicitement que le carbone pesait 12 fois la masse de l'hydrogène. C'est pour cela qu'on parlait de masse relative. Et d'autres en avaient fait autant, y compris Dimitri Mendeleïev, du moins pour ses premiers tableaux de classification. Jean Servestas, lui, prit comme référence non pas l'hydrogène, mais l'oxygène. Il fixa arbitrairement la masse atomique de l'oxygène à 16, ce qui fit que l'unité de masse atomique relative, dans ce cas précis, était 1/16e de la masse de l'oxygène. Dire que le fluor avait une masse atomique relative de 19, par exemple, revenait à dire que sa masse était 19 fois 1/16e de la masse de l'oxygène. Oui, je sais, ça fait une petite gymnastique intellectuelle. Procéder ainsi produisait des résultats plus précis quant aux masses atomiques relatives. Berzelius, dans le premier quart du XIXe siècle, avait aussi pris l'oxygène comme référence, mais il lui avait attribué une valeur arbitraire de 100. Donc, la masse atomique relative à 40 avait été déterminée relativement à 1/16e de la masse de l'oxygène. Mais pas de panique, cela ne change pas trop les masses atomiques relatives, cela ne se joue que sur la première ou la deuxième décimale. Bref, la place de l'argon dans le tableau de classification devait être voisin d'autres éléments comme le chlore de masse relative 35,5, le potassium de masse relative 39 et le calcium de masse relative 40. Mais où donc placer ce nouvel élément ? Si, comme le supposaient Lord Rayleigh et William Ramsay, l'argon était monoatomique, alors, comme ils l'avaient indiqué dans leur article, il y avait lieu de douter que la classification périodique des éléments fût complète. Ils firent alors la supposition que l'argon fut un mélange de deux atomes, un de masse atomique relative 37, situé entre le chlore et le potassium dans le 8e groupe, et l'autre de masse atomique relative de 82, situé entre le brome et le rubidium dans le 8e groupe également. Le premier aurait constitué 93,3% de l'argon et l'autre 6,7%, ce afin de coller aux mesures de densité. Dimitri Mendeleïev se manifesta sur le sujet lors de la réunion de la Société russe de chimie le 14 mars 1895. Son intervention a été rapportée dans le périodique Nature le 4 avril de la même année. Pour lui, si la molécule d'argon était monoatomique, l'atome d'argon avait une masse atomique relative égale à la masse relative de la molécule, donc 40. Dans ce cas, Mendeleïev fit clairement remarquer qu'il n'y avait pas de place pour lui dans le tableau de classification, même dans le 8e groupe, du fait de ses caractéristiques chimiques. Si la molécule d'argon était diatomique, l'atome d'argon avait donc une masse atomique relative de 20 et se retrouvait dans le 8e groupe après le fluor. Ici aussi, on rencontrait une impossibilité. Si la molécule d'argon était triatomique, alors la masse atomique relative de l'atome d'argon était dans ce cas d'environ 14, et donc l'argon était purement et simplement de l'azote condensé. Mendeleïev semblait apprécier cette hypothèse. Si l'atome d'argon était constitué de 6 atomes, alors la masse atomique relative de l'atome d'argon était dans ce cas de 6,5, et allait probablement se placer dans le 5e groupe, groupe de l'azote. Bref, on n'était pas plus avancé. Peu de temps après cette réunion de la Société russe de chimie, dans la deuxième quinzaine de mars 1895, William Ramsay isola un autre élément, l'hélium. Allez, là aussi, petite rétrospective. Remontons jusqu'au 18 août 1868. Ils étaient venus nombreux, les astronomes, pour observer l'éclipse totale de soleil ce matin-là. Éclipse visible depuis l'Inde, la Thaïlande et la péninsule malaise ou péninsule de Malacca. Parmi eux, l'astronome français Pierre-Jules César Janssen, stationné dans la ville de Guntur au nord du golfe de Bengale, avec son matériel dont un spectroscope. On était à une époque où l'astronomie et la physique commençaient à se rejoindre. Lors de cette éclipse, Janssen et tous les observateurs relevèrent la signature spectrale de l'hydrogène dans les protubérances solaires. Cependant, Janssen releva une signature spectrale inconnue. Le scientifique et astronome britannique Joseph Norman Lockyer, qui portait Janssen en haute estime, fit depuis l'Angleterre le même constat en observant lui aussi le Soleil au travers d'un spectroscope. Avec son compatriote, le chimiste Edward Frankland, ils mirent en évidence que cette signature spectrale venait d'un élément inconnu jusqu'alors. Ils nommèrent cet élément hélium, du grec hélios, soleil. En 1881, le volcanologue italien Luigi Palmieri analysa au spectroscope un échantillon de fumerolles extrait du Vésuve et retrouva la signature spectrale de l'hélium.
Mais cette observation demeura isolée. Cela prouvait cependant que cet élément existait sur Terre. Juste après avoir annoncé l'existence de l'argon à la Royal Society, et pour répondre aux différentes critiques, William Ramsay chercha une source d'argon pour conduire des expériences. Le minéralogiste Henry Alexander Myers, conservateur du département de minéralogie du British Museum, lui suggéra le fait que, en 1888, William Hilbrand de United States Geological Survey avait obtenu un gaz à partir de clévéite, un minerai uranifère. Hilbrand l'avait identifié comme étant de l'azote, mais peut-être que c'était de l'argon. Donc Ramsay chercha de l'argon dans la clévéite. Il mena son expérience le 9 mars 1895 avec son assistant, le jeune Donald John Matthews. Les échantillons furent envoyés au chimiste et physicien britannique William Crookes pour analyse spectrale. Et le couperet tomba le samedi 23 mars. Ce n'était pas de l'argon, c'était de l'hélium. William Ramsay communiqua sa découverte à la Royal Society le 27 mars suivant. Un nouvel élément venait d'être isolé, inerte comme l'argon, mais de masse atomique relative plus légère à 4. Et venant de Ramsay, cette masse était relative à 1/16e de la masse de l'oxygène, juste pour vous fournir des informations plus précises. À peu près en même temps, en Suède, les chimistes Per Theodor Cleve et Niels Abraham Langlet firent la même découverte également à partir de la clévéite, et donc encore un autre nouvel élément à classer dans le tableau périodique. Dès lors, William Ramsay pensa que l'hélium et l'argon faisaient partie d'un nouveau groupe d'éléments et que donc il devait y avoir un élément intermédiaire entre l'hélium de masse atomique relative 4 et l'argon de masse atomique relative 40, un élément qui devait avoir une masse atomique relative de 20. Avec l'aide de son assistant Maurice William Travers, il tenta de trouver cet élément au sein de minerais rares, mais en vain. En 1895, l'ingénieur anglais William Hampson développa un procédé pour la liquéfaction des gaz. Cela lui permit, en 1898, de fournir 15 litres d'argon liquéfié, disons plutôt 15 litres d'air liquéfié auxquels ont été retirés l'oxygène et l'azote, et 75 centilitres d'air atmosphérique également liquéfié à William Ramsay et Maurice Travers. Ces derniers firent quelques expériences avec la plus grande partie des 75 centilitres d'air liquéfié afin d'acquérir une certaine dextérité dans la manipulation, tant et si bien qu'il n'en resta plus que 1 centilitre. Par ébullition, ils recueillirent de ce dernier centilitre un gaz duquel ont été retirés l'oxygène et l'azote. Une étude spectroscopique montra évidemment la signature spectrale de l'argon, mais pas que. Le 30 mai 1898, ils venaient de découvrir un nouvel élément qu'ils nommèrent krypton, du grec kryptos, qui veut dire caché. Cette découverte fut communiquée à la Royal Society le 3 juin 1898. Ce nouvel élément, comme l'argon et l'hélium, était chimiquement inerte. Sa masse atomique relative fut évaluée à 80, relative à 1/16e de la masse de l'atome d'oxygène. Mais ce n'était pas cet élément-là que Ramsay attendait. Ils procédèrent ensuite à une distillation fractionnée avec 3 des 15 litres d'argon liquide et le 3 juin 1898, ils décelèrent par spectroscopie un gaz, un nouvel élément dont ils annoncèrent l'existence à la Royal Society le 16 juin 1898. Cet élément fut appelé, à la suggestion du jeune fils de Ramsay, néon, d'après le grec néos, nouveau. Ils définirent la masse relative du néon à 27, puis fut affiné à 19,2. Et de 4 gaz inertes qui étaient passés inaperçus jusqu'alors. Déjà que l'argon posait des problèmes pour être classé dans le tableau périodique, mais là, cela devenait de plus en plus compliqué. Sauf s'il s'agissait, comme Ramsay le supposait, d'un nouveau groupe. Peu de temps après, le chimiste et industriel britannique d'origine allemande, Ludwig Mond, fit don d'une machine à liquéfier les gaz à Ramsay et Travers. Dès lors, les deux hommes préparèrent une plus grosse quantité de mélange krypton et néon, et par distillation fractionnée successive, finirent par séparer le 12 juillet 1898 un gaz inerte plus lourd que les 4 autres, un gaz qu'ils nommèrent xénon, du grec xénos, étranger. En première approximation, la masse atomique relative était de 130. Au printemps 1900, Dimitri Mendeleïev et William Ramsay se rencontrèrent à l'Académie des sciences prussiennes de Berlin pour discuter du positionnement des gaz inertes. Ramsay suggéra de les placer dans un nouveau groupe, entre les halogènes et les alcalins. Malgré ses opinions antérieures au sujet des gaz inertes, Mendeleïev reçut cette suggestion favorablement.
Le 13 novembre 1900, William Ramsay et Maurice Travers firent parvenir à la Royal Society un article récapitulant toutes les découvertes, toutes les mesures faites sur les éléments inertes. Ils déclarèrent même que, s'il était bien admis que ces éléments fussent monoatomiques, alors ils formaient un groupe par eux-mêmes. Apparemment, si Mendeleïev avait été réticent lors de la découverte de l'argon, c'était parce qu'il ne savait pas où le placer dans son système périodique et par conséquent craignait pour sa pérennité. Mais après la découverte des autres gaz inertes, les choses étaient différentes. Et en 1902, il déclara, au sujet de sa rencontre avec Ramsay et sa suggestion, C'était extrêmement important pour lui comme une affirmation de la position des éléments nouvellement découverts, et pour moi comme une glorieuse confirmation de l'application générale de la loi périodique. Ce fut pour Mendeleïev un test critique sur la survie du système périodique. Cependant, à la fin du 19e siècle et au tout début du 20e, des découvertes allaient profondément bouleverser le monde scientifique, la radioactivité et l'électron. En 1896, le physicien français Henri Becquerel découvre la radioactivité en mettant en évidence un curieux rayonnement émanant de celle d'uranium. Il appela ce rayonnement le rayonnement uranique. En 1899, le physicien et chimiste néo-zélando-britannique Ernest Rutherford identifie ce rayonnement uranique comme étant composé d'au moins deux types de rayonnement, le rayonnement alpha et le rayonnement bêta. Nous aurons l'occasion d'y revenir sur cette chaîne plus tard. Et en 1902, avec l'aide du chimiste britannique Frédéric Soddy, il observa que la radioactivité s'accompagnait de la désintégration de l'élément radioactif. L'atome n'était plus indestructible. Le monde scientifique, convaincu de l'indestructibilité des atomes, mit un certain temps avant d'admettre cette découverte. L'année juste après la découverte de la radioactivité par Becquerel en 1897, le physicien britannique Joseph John Thomson, qui avait été le professeur de Rutherford, mit en évidence l'existence des électrons, une des particules composant les atomes. Mendeleïev ne croyait pas aux électrons ni à la désintégration des atomes. Il tenta de donner une explication, ultime soubresaut pour sauvegarder l'intégrité atomique. Et c'est dans l'éther qu'il ira chercher cette explication. Qu'entendait-on par éther au début du XXe siècle? La notion d'éther remontait en fait au grec et, en gros, c'était ce qui remplissait l'espace. Le vide, entre les corps, entre les planètes et les corps célestes, n'était pas envisagé. Au XVIIe siècle, le physicien néerlandais Christian Huygens avait supposé que les ondes lumineuses se propageaient dans l'éther, à l'instar des vaguelettes provoquées par une perturbation à la surface de l'eau. Plus tard, Isaac Newton considéra que c'était par l'intermédiaire de l'éther que les forces gravitationnelles se transmettaient d'un corps à l'autre. Au début du XXe siècle, le dictionnaire complet de Pierre Larousse définissait l'éther comme étant un fluide élastique impondérable qui remplissait l'espace et formait une source de lumière, de chaleur, d'électricité, etc. Donc, pour Mendeleïev, tel qu'il l'expliqua dans son ouvrage An Attempt Toward a Chemical Conception of the Ether, en 1904, c'était un moyen omniprésent pour la transmission de l'énergie et pour expliquer les phénomènes de lumière, d'électricité et même de gravité. Ce moyen omniprésent était supposé subir des perturbations. Pour lui, l'éther devait être un gaz avec une masse négligeable, proche de zéro, et ayant un comportement inerte vis-à-vis des autres éléments. Et en tant qu'élément chimique, il devait obéir à la périodicité des propriétés chimiques des éléments et donc s'insérer dans le tableau de classification. Du fait de son caractère inerte, Mendeleïev mit l'éther, nommé élément X, dans la colonne 0, celle des éléments inertes nouvellement découverts. Au niveau de la masse relative de l'éther, son raisonnement l'amena à définir un élément intermédiaire entre l'hélium et l'éther, un élément de masse atomique relative 0,4. Pour cet élément, noté élément Y, Mendeleïev supposa qu'il s'agissait du coronium, un élément hypothétique dont le spectre fut aperçu dans la couronne solaire lors de l'éclipse du 7 août 1869. En fait, il a fallu attendre 1939 pour identifier que le spectre du coronium n'est en fait que celui du fer fortement ionisé. Mais bon, 40 ans plus tôt, ça, Mendeleïev l'ignorait. Donc, avec l'élément Y ayant une masse atomique relative à 0,4, la masse relative de l'éther fut définie à 0,17. 0,17 maximum, mais il s'attendait à un résultat plus petit, beaucoup plus petit. En prenant en considération des propriétés que l'éther devait avoir en termes de masse pour échapper à l'attraction des corps célestes massifs, comme les étoiles massives, il définit la masse de l'éther comprise entre
tenez-vous bien, 0,053 et 960 milliardièmes de la masse de l'atome d'hydrogène. Avec l'éther, il tenta d'expliquer la radioactivité comme étant une perturbation de cet éther au voisinage des atomes les plus lourds, donc les plus enclins à être radioactifs, à l'image des perturbations gravitationnelles au voisinage d'objets célestes massifs. Mendeleïev savait qu'il marchait sur des œufs et n'était pas vraiment sûr de son raisonnement. Lorsque j'appliquais la loi périodique aux éléments analogues du bore, de l'aluminium et du silicium, j'avais 33 ans de moins qu'aujourd'hui, et j'étais parfaitement confiant, et savais que, tôt ou tard, ma prédiction se réaliserait. Maintenant, je vois moins clairement, et ma confiance n'est plus si grande. Je n'ai rien risqué. Maintenant, je prends un risque. Cela m'a demandé du courage que j'ai eu en voyant les phénomènes de radioactivité. J'ai vu qu'il ne fallait pas tarder, que peut-être mes pensées imparfaites pourrait conduire quelqu'un sur un chemin plus sûr que celui qui s'ouvrait à ma vision affaiblie. Mendeleïev voulait s'opposer à la décomposition de l'atome, car c'était pour lui une mauvaise direction de recherche. Et même s'il s'avère impossible de reconnaître dans l'éther les propriétés du gaz le plus léger, le plus mobile et le plus chimiquement inactif, il demeure que si l'on s'en tient au réalisme de la science, on ne peut nier sa substance, et cela nécessite une recherche de sa nature chimique. Mon effort n'est rien de plus qu'une tentative de réponse à cette question primaire, et son seul objet est de mettre cette question au premier plan. L'année suivante, en 1905, un jeune physicien suisse mit à mal la notion de l'éther en tant que support matériel nécessaire à la propagation des ondes en énonçant la théorie de la relativité restreinte. Ce jeune physicien s'appelait Albert Einstein. Dmitri Ivanovitch Mendeleïev a été nominé 3 fois pour le prix Nobel, en 1905, 1906 et 1907, mais le prix fut en 1905 remporté par l'allemand Johann Friedrich Wilhelm Adolf Bayer et en 1906 par le français Henri Moissan. En 1907, Mendeleïev fut nominé, mais il s'éteignit avant la remise du prix, et la règle voulait que le prix ne fût pas remis à titre posthume. Son absence dans la liste des lauréats du prix Nobel a été probablement une erreur. Il aura marqué la classification des éléments de son empreinte indélébile, mais il ne faut pas oublier qu'il n'a pas été le seul à y avoir travaillé. N'oublions pas ceux qui, comme lui, ont œuvré sur la question, des savants comme Johann Dobereiner, Léopold Gmelin, Alexandre-Émile Béguier de Chamcourtois, Max Pettenkofer, Jean-Baptiste Dumas, William Hodling, John Newlands, Gustav Henrich, Julius Lothar Meyer. Grâce à eux, une première grosse étape a été franchie, celle de la classification des éléments en fonction de leurs propriétés chimiques et de leur masse atomique. Le 10 juin 1905, Dmitri Mendeleïev écrivait dans son journal « Apparemment, l'avenir ne menace pas la loi périodique de destruction, et au contraire, elle est promise à un développement futur qui renforcera sa structure. » Et ce développement et renforcement structurel viendront avec la découverte du noyau atomique par Ernest Rutherford au début des années 1910, suivi par le travail du physicien britannique Henry Gwyn Jeffrey Moseley sur le classement des éléments non plus par leur masse atomique relative, mais par leur numéro atomique, c'est-à-dire par le nombre de protons, particules chargées positivement, contenus dans leur noyau. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, nous avons donc terminé avec cette saga sur la connaissance de la matière et comme vous avez pu le constater, beaucoup de découvertes ont été effectuées au 19e siècle. La prochaine étape va être la connaissance de l'électron, du proton, du neutron, de la structure de l'atome et de la conductivité de la matière. J'espère que mon travail vous a plu et si tel est le cas et si vous souhaitez me soutenir, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air, à commenter, à partager. C'est comme ça que l'algorithme de YouTube pourra donner de la visibilité à cette vidéo pour qu'elle soit visible par d'autres personnes. Je vous invite aussi à me rejoindre sur mon groupe Facebook dont le lien se trouve en description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je retourne sur les routes de l'électron et en attendant le prochain numéro, portez-vous bien.